Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le tour du monde à l'intérieur des frontières de la France, c'est le défi que s'est lancé Bruno Fulini, invité cet après-midi de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce défi relevé haut la main par notre ami et habitué de cette émission, qui est allé chercher des Écossais dans le Berry et des Vainés sur la côte basque. Je lui laisserai tout à l'heure le soin de vous les présenter. Et pour commencer l'émission, vous allez nous parler d'une population française qui a disparu. Oui, celle des Cagots, ces sortes d'intouchables du sud-ouest du pays. Et puis Lorena Martin nous emmènera voir le musée des Cagots, là-bas dans les Pyrénées, à Haro. Nous sommes vers la fin du règne de Louis XIV, en 1706, à Lialor, un petit hameau qui est au nord de la cité de Condom, donc entre Agen et Auch. Laurent Arboucan est un simple charpentier. Il vit avec sa femme un véritable drame hélas bien fréquent à l'époque. Leur fille Marie vient de mourir. Il s'apprête à aller l'enterrer chrétiennement. Seulement lorsque la dépouille de l'enfant est portée jusqu'au cimetière, une petite foule rageuse, menaçante est là, qui bloque le passage. Pas question que Marie Arboucan repose dans la même terre que celle des autres habitants de la paroisse. Un tel refus, opposé à des parents éplorés, vous avouerez que c'est complètement stupéfiant. Eh bien, en fait, sur place, cette attitude semble normale, et en tout cas pour une grande majorité de la population. Marie et sa famille appartiennent en effet à une population dédaignée, population restée dans les mémoires sous le nom de Cagots. Dans bien des villages et cités du sud-ouest, ces personnes, pourtant installées là depuis des générations et des générations, et parfaitement chrétiennes, ces personnes sont l'objet d'un rejet ancré, opiniâtre, irréductible, indéracinable. Seule chose qui semble différencier les Cagots du reste de la population, leur aspect physique. On dit que nombre d'entre eux sont petits, avec des oreilles un peu bizarres, avec des mains déformées, etc. On leur prête toutes sortes d'attributs assez particuliers. Le pouvoir royal a eu beau, en 1683, promulguer une ordonnance pour en finir avec les vexations qu'ils subissent, personne ne veut rien savoir. On refuse de leur assurer les droits dévolus à tous les autres sujets du royaume. Seulement, comme le montre le refus d'enterrer Marie Arboucan, en ce triste jour de 1706, les siècles de mépris ne sont pas près de s'effacer en fait. On continue. Le pouvoir royal a voulu mettre fin et pourtant ça continue. Laurent Arboucan n'en est pas moins décidé à se battre pour sa fille. Il va saisir la justice. C'est le début d'une affaire longue, une affaire pénible. Il va falloir attendre 1710, c'est-à-dire presque 4 ans, pour que le Parlement de Bordeaux, donc l'instance judiciaire suprême dans toute cette région, que le Parlement de Bordeaux impose définitivement l'inhumation de Marie dans le cimetière paroissial. Et pourtant, quand Laurent Arboucan, donc quand le père va venir à mourir à son tour, sa dépouille connaîtra le même traitement que celle de sa fille. Il faudra là aussi l'intervention des autorités pour que le pauvre homme finisse par reposer en paix. Cette triste affaire illustre donc la dure condition des Cagots du Sud-Ouest, et ce depuis le Moyen-Âge. Des documents signalent leur existence depuis au moins le XIe siècle. Leur situation difficile se vérifie à peu près dans tous les aspects de la vie quotidienne des Cagots. D'abord, les familles cagotes sont sommées de vivre à l'écart. Ces êtres étaient bannis, repoussés de partout comme des pestiférés, nous dit Francisque Michel. Leur maison, disons mieux, leur hutte, s'élevait à l'ombre des clochers et des donjons à quelques kilomètres des villages. Ils sont l'objet d'un profond dégoût, il faut bien le dire. Des bruits malveillants sont répandus sur eux. Ils seraient d'une saleté inouïe, leur haleine serait fétide. Ils seraient même, à en croire certains, versés dans des disciplines occultes. On essaie de croiser les Cagots le moins possible. Il faut veiller, dit-on, à ne pas leur parler. Il faut éviter ne serait-ce que de les frôler. Un auteur du XVIIe siècle prétend même que boire dans le même verre que l'un d'eux provoquerait une intoxication immédiate et irrémédiable. Comme le raconte Bruno Fulini, des stratégies existent
pour, dit-on, préserver la population. Des arrêts des parlements de Navarre et de Guyenne prescrivent le port d'une marque d'infamie, un pied-doigt d'étoffe rouge cousu sur l'épaule, comparable à la rouelle jaune des Juifs. Cette palme qu'on disait inscrite sur leur peau pituiteuse devenait ainsi visible de tous, incitant les braves gens à faire un pas de côté. Dans certaines villes, les cagots devaient aussi s'annoncer au son d'une crécelle à la manière des lépreux, et défense formelle leur était faite de se déplacer pieds nus. Il faut qu'il n'y ait aucun contact d'aucune sorte, il ne faut pas qu'ils puissent contaminer d'une certaine façon la population. Alors bien entendu, les cagots ne contractent d'union qu'entre eux, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Si quelque histoire d'amour venait par hasard à naître entre l'un d'eux et une jeune fille du reste de la population, alors là, scandale terrible, opprobre également. La demoiselle, en épousant un cagot, épouse sa condition et transmet à ses enfants cette infamie, si vous voulez. Les cagots sont en général affectés à des professions précises qui peuvent varier selon les régions. Ils travaillent souvent le bois ou la pierre, ils cultivent la terre, ils enterrent les corps. Néanmoins, les membres de cette communauté rejetée sont, on l'a dit, bons catholiques. Il faut souligner cet aspect, ce n'est pas une discrimination religieuse. Ils ont le droit de se rendre à l'église et d'ailleurs, souvent, le clergé a cherché à leur assurer un relatif soutien. Seulement attention, pas question de voir un cagot entrer dans l'édifice religieux par la même porte que le tout venant. Ils ont la leur, qui leur est réservée. C'est la même chose avec le bénitier. Imaginez s'ils allaient tremper leurs doigts dans l'eau bénite des autres. Ils assistent à la messe dans leur propre carré. Des témoignages racontent aussi que l'hostie consacrée ne peut leur être donnée qu'au bout d'une perche. Vous imaginez ça? Ce qui veut dire que, au cours de la communion, le corps du Christ est le seul finalement avec lequel les cagots entrent en contact direct. À voir l'importance de toutes ces interdictions, de toutes ces humiliations, on peut se dire qu'elles doivent avoir une racine profonde, une racine ancienne. D'accord, mais laquelle? La question a occupé énormément d'historiens et vous allez voir que les hypothèses qui ont été formulées sont pour certaines d'entre elles assez surprenantes. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez d'une population un peu oubliée, les cagots. Ils vivaient essentiellement dans les localités du sud-ouest, on vient de le voir, en Guyenne, dans le Béarn. Leur vie était difficile, ils étaient méprisés, mis à l'écart par le reste de la population. Est-ce qu'on les appelait les cagots partout? Alors le terme cagot, c'est le terme générique qui s'est imposé, mais en fait selon les coins, selon les bourgades et les contrées, ils étaient connus sous des noms assez différents. Les agotes, les colibères, les gésites et les gésitains. D'ailleurs, ces deux dernières appellations, Gésite et Gésitains, font directement référence à un personnage de la Bible, de Gési. C'est Bruno Fulini qui nous raconte l'épisode. Je le cite: le prophète Élisée ayant guéri un prince syrien de la lèpre, son serviteur Gési voulut en tirer profit et réclama de l'argent au miraculé. Élisée devina son jeu et le punit en le condamnant ainsi que toute sa descendance à porter la lèpre. Et voilà d'où ça vient l'appellation. Qui donne donc d'ailleurs entre parenthèses une piste intéressante pour chercher les origines assez mystérieuses de ces cagots, et s'ils descendaient des lépreux ou de personnes atteintes d'une maladie assimilée, puisque autrefois on appelait lèpre à peu près toutes les grosses affections cutanées. La lèpre a provoqué d'importants phénomènes d'exclusion sociale en Europe. C'est que les croisades avaient entraîné une recrudescence de la maladie au Moyen-Âge. Elle préexistait, on l'avait vu déjà à plusieurs reprises, mais elle s'est développée au Moyen-Âge. Denis Badensperger nous dit: la seule évocation du fléau qui faisait d'hommes bien portants d'horribles mutilés aux faces léonines, aux moignons purulents et aux corps boursouflés suffisait à remplir les populations d'effroi. Aussi prit-on rapidement l'habitude d'isoler les lépreux dans des maladreries, au fond des vallons les plus sauvages. La plupart d'entre eux reçurent l'autorisation de vivre librement, de continuer même à mener une vie de famille, à condition que ce fût en dehors de toute agglomération. Ainsi, de véritables communautés se seraient développées à l'écart,
les enfants des lépreux ne souffrant pas toujours du même mal que leurs parents, ils auraient perpétué des lignées. En revanche, ils auraient continué de souffrir du mal social, si vous voulez, de la défiance, des préjugés, de la ségrégation. Et l'apparence physique singulière qu'on prête à de nombreux cagots, c'est-à-dire, vous savez, cette petite taille, ces visages un peu rabougris et les mains déformées, ce serait la conséquence du bannissement au sein de communautés réduites, ce qui aurait provoqué une forte consanguinité et qui aurait perpétué des malformations et les aurait aggravées au fil des générations. Bon, c'est une hypothèse, si vous voulez, c'est l'origine médicale des cagots, si on peut dire. Hypothèse assez séduisante, il faut bien le dire, mais qui, disons-le aussi, ne repose que sur des indices et sur aucune certitude. On peut se demander pourquoi le phénomène est à ce point limité géographiquement. Et par ailleurs, les sobriquets dont les cagots sont affublés et qui évoquent la lèpre, donc les gésites, les ladres, comme on les appelait aussi, etc., ne sont pas des preuves décisives puisque ces appellations ne doivent pas être forcément prises au sens littéral. Par exemple, comme le relève Yves Guy, Saint Louis disait qu'il n'y avait pas de pire ladrerie que d'être en état de péché mortel. Vous voyez qu'on employait le terme ladre pour... ce terme de lépreux ne signifie pas forcément que vous êtes atteint de la lèpre médicale. Ça peut être tout simplement, ça veut dire que vous êtes une population honnie. Oui, c'est ça, exactement. Alors, quelles sont les autres hypothèses concernant les origines de cette population cagote ? Il y a pas mal de théories qui certes sont plus ou moins sérieuses et qui vont être élaborées à partir de l'époque moderne. Elles reposent essentiellement sur des suppositions ethnico-religieuses. Vous avez d'abord la piste des premiers chrétiens. Si l'on suit cette thèse, qu'il faut quand même dire singulièrement alambiquée, les cagots seraient issus de Gaulois qui auraient été les premiers, les plus anciennement christianisés et qui auraient été maltraités longtemps par les adeptes des panthéons païens, avant de l'être ensuite par les nouveaux convertis au christianisme qui auraient reproché à ces tout premiers chrétiens, si vous voulez, une pratique religieuse assez différente de celle à laquelle on était devenu habitué. Après tout, le mot cagot est parfois utilisé pour désigner quelqu'un qui a une foi trop démonstrative ou hypocrite ou particulière. C'est le même mot quand même, ça, il faut le dire. Bon, c'est une piste. Autre piste intéressante parce qu'elle nous ramène à toute une période de notre histoire, les Ariens, vous savez, ces adeptes d'une hérésie chrétienne qui s'est énormément répandue à la fin de l'Antiquité au point d'être quasiment proche de supplanter le catholicisme romain. On ne sait pas ce qui serait arrivé si Clovis ne s'était pas converti. Vous savez, selon cette théorie, les cagots pourraient descendre en effet de Visigoths ariens qui se seraient maintenus un temps dans l'hérésie. Ils auraient été méprisés, y compris pour avoir finalement embrassé la foi romaine quand ils ont fini par venir à récipiscence. Cagot viendrait dans ce cas-là de Kansgo, qui aurait voulu dire ces chiens de Go. Voilà, ce serait l'origine du mot. Bon, pourquoi pas. Et puis alors il y a d'autres hypothèses qui sont un peu du même genre. Les cagots seraient issus de Sarrasins, ces Sarrasins de toute cette époque des premiers siècles au moment de la conquête arabe de l'Europe. Sarrasins mal intégrés en terre chrétienne, ou d'Ibères ayant soutenu Charlemagne pendant sa campagne à travers les Pyrénées et qui finalement auraient dû émigrer au nord. On pense aussi à des communautés cathares, parce qu'après tout on est dans le sud-ouest, et pourquoi pas. Et puis alors il y a des pistes qui elles sont carrément très étonnantes, comme le relève Bruno Fulini. Certains auteurs sont allés au fil du temps jusqu'à voir dans les cagots, je cite, la progéniture des derniers néandertaliens ou de mystérieux voyageurs extraterrestres. Ça aurait été étrange que dans les explications, il n'y en ait pas une qui fasse la part. Évidemment. On le voit, on n'a donc que l'embarras du choix, et quelle que soit l'hypothèse finalement qu'on retienne, aucune ne semble devoir s'imposer de manière indiscutable. Nous allons demander bien sûr à Bruno Fulini ce qu'il en pense dans un instant. Bref, quelle que soit la cause, les cagots, on l'a dit, sont traités très durement pendant des siècles. Et pourtant, à partir de l'époque moderne, un certain nombre de signes viennent annoncer une évolution de leur situation. Ça va se faire, ça va évoluer progressivement, mais non sans d'âpres combats. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des cagots, cette population du sud-ouest qui a été rejetée pendant des siècles, qui a souffert de discrimination, de moquerie. Leur situation va évoluer, mais ça va être long et compliqué.
Eh oui, il y a eu cette ordonnance de Louis XIV, vous vous rappelez, en 1683. Mais autant dire que ça n'a pas eu ça ne se décrète pas ces choses-là. Vous savez, il y a des préjugés qui ont la vie dure. Certains cagots pendant l'Ancien Régime, d'ailleurs, vont opter pour une solution radicale puisqu'ils partent carrément pour le Nouveau Monde, pour aller vivre là-bas plus librement. Comme d'ailleurs d'autres populations persécutées à travers l'Europe. Ce serait un autre sujet. Pour les autres, la situation reste à peu près la même au plan local. À moins de se battre pour obtenir une amélioration, au XVIIIe siècle, plusieurs affaires comparables à celle de Marie Arboucan vont en témoigner. Et vous savez qu'en 1718, dans la région landaise, des cagots osent pénétrer dans une église au même moment que la masse des paroissiens. On est donc seulement là 12 ans après l'histoire que je vous racontais au début de l'émission. Vous voyez, il y a déjà eu une évolution, sauf que ça va provoquer une bagarre terrible. C'est Denis Baldensperger qui le raconte. Les cagots se défendirent à coups de pied, à coups de poing, et ce jour-là, le sang coula sur le parvis de l'église. Cet incident provoqua pendant plusieurs semaines l'interruption du service religieux. Quand enfin la messe fut à nouveau célébrée, une nouvelle bagarre s'ensuivit, mais cette fois le vicaire général s'en mêla, tonnant en chair contre ses ouailles. Il décréta que désormais on irait à la messe en bon ordre, les fidèles précédant les cagots à bonne distance. Il faut que les cagots saisissent la justice royale pour obtenir réparation, et des torts leur sont reconnus en vertu de cette ordonnance de 1683. De même, dans une affaire d'injure publique contre un cagot en 1723, le Parlement de Bordeaux essaie de rétablir les choses. La Cour de justice décide même que le mot cagot ne doit plus être utilisé. On est en 1723, seulement la prise de conscience est progressive, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle est très inégale en fonction des lieux. Le destin d'un homme nommé Bernard Dufresne va cependant marquer un vrai progrès. Lui est fils d'un francilien et d'une cagotte. Il échappe à la fatalité de la condition de sa mère, il va gravir les échelons sociaux, il est engagé dans une carrière commerciale, il se fait remarquer par le grand ministre Nègre et il va devenir proche des cercles de pouvoir puisqu'il finit par recevoir du roi Louis XVI la charge de directeur du trésor public. Il la retrouvera ensuite pendant la Révolution, vous voyez un peu quand même. Démonstration est faite, nous dit Bruno Fuligny, que les cagots peuvent devenir des Français à part entière à tous les niveaux de la société. Ça change et j'allais dire ça fait du bien après tout ce qu'on vient de raconter. Petit à petit, au fil des décennies, les cagots vont s'intégrer au reste de la population. Ça passe parfois par un engagement dans l'armée. Ils paient d'ailleurs un lourd tribut aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes, ces cagots, il faut le dire. Et puis, certains choisissent de rejoindre d'autres régions françaises qui vont se montrer nettement plus accueillantes parce qu'elles ne sont pas victimes des mêmes préjugés, tout simplement. Dans le sud-ouest, en quelques générations, et de manière plus ou moins rapide selon les localités, on va voir petit à petit les préjugés diminuer, ce qui ne veut pas dire qu'ils disparaissent forcément. Les derniers cagots représentés, reconnus comme tels, ne disparaîtront qu'après la Seconde Guerre mondiale. On en trouve encore, figurez-vous, dans les années 1960, on y vient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de ces Français insolites. Aujourd'hui, vous nous avez raconté l'histoire des cagots dans le sud-ouest, Franck Ferrand, mais on va pas s'arrêter là cet après-midi grâce à votre invité. Vous recevez Bruno Fuligny. Il est écrivain, historien et maître de conférences à Sciences Po et surtout auteur du Tour du monde à travers la France inconnue, paru aux éditions du Trésor il y a quelques jours. Oui, on connaît plus ou moins les Mexicains de Barcelonnette et les Écossais du Berry, quoique, on va y venir tout à l'heure, mais il y a des cas encore bien plus étranges. Alors pour en finir, si je puis dire, avec ces pauvres cagots, est-ce que vous avez, vous, une explication privilégiée, Bruno Fuligny? Est-ce que vous savez d'où ils viennent véritablement, ces cagots? En fait, on ne sait pas d'où ils viennent et je crois qu'il ne faut pas briser le mystère puisque les sources qu'on a attestent de leur existence. Donc ça n'est pas une légende, il y a bien eu des cagots, mais leur origine, comment dirais-je, soit ethnique, soit anthropologique, elle est très mystérieuse. Et donc on en est réduit aux hypothèses, vous les avez citées, les Goths, ou bien au contraire les descendants de malades qui pourraient être soit des lépreux au sens strict, soit des gens qui ont eu des affections de la peau. Et puis après, il y a eu le terrible travail de la consanguinité. Obligés de se marier entre eux, oui. Les cagots ont fini par
effectivement. Ils ont acquis finalement des types physiques qu'ils n'avaient sûrement pas à l'origine, en fait. En 1962, écrivez-vous dans votre ouvrage, 2 reporters du magazine Point de vue Images du Monde délaissent exceptionnellement les têtes couronnées pour s'enquérir de misérables paysans des Hautes-Pyrénées, les frères Dan à Luz, présentés comme les derniers cagots de France. Au pays d'Esquiez, ils habitent une maison à la sortie du village, comme au temps des cagoteries. Seule différence, les Dan ne sont ni charpentiers ni cordiers. Ils vivent grâce aux maigres revenus d'un peu de terre qu'ils cultivent à l'aide de 2 bourricots plus adaptés à leur taille que le cheval, parce qu'ils étaient tout petits, les frères Dan. Ce ne sont pas des nains, mais ce sont des hommes de très petite taille. Ils vivent avec leur sœur, qui est également toute petite, et les journalistes ont la surprise parce que ils vont parler avec eux, ce qui surprend énormément les habitants du coin. On ne parle pas aux cagots, on ne ferait pas avec eux, ils les invitent au café. Mais alors, encore dans les années 60, nous sommes en 1962. On n'avait toujours pas le droit de parler. Dans un petit village rural, les Dan vivaient vraiment à part, et ces 2 journalistes parisiens qui arrivent enfreignent un tabou. On regarde lorsqu'ils les invitent au café, le cafetier n'est pas ravi de servir les cagots. Et d'ailleurs assez vite, l'entretien va se poursuivre chez les cagots eux-mêmes, qui invitent ces grands hommes, comme ils disent, dans leur exploitation. Et là, surprise, ils ont fabriqué de leurs mains un mobilier entièrement à leur taille. Donc c'est quand même c'est assez phénoménal de voir cette survivance d'un autre temps dans un siècle très proche. Là, on est dans les années 1960. C'est vraiment l'extinction, effectivement. Ce ne sont pas rigoureusement les derniers cagots. On va en trouver encore quelques-uns, en particulier dans les mouroirs, dans les maisons de vieux au cours des années 60. Et puis, il y a ceux qui sont quand même allés essaimer, vous le dites, de l'autre côté de l'Atlantique, ou carrément en France, dans d'autres régions de France. Et vous savez, on estime qu'environ 2 millions de Français aujourd'hui descendent de cagots. Et par exemple, tous ceux qui s'appellent cordiers, puisque c'était l'un des métiers qui leur était laissé, peuvent très vraisemblablement descendre de cagots. C'est assez faramineux. Quand on se promène dans certaines églises des Pyrénées notamment, on a bien la toute petite porte qu'on appelle la porte au cagot, qui est bien différente du portail des autres fidèles. De même qu'il y a les 2 bénitiers et qui ne sont pas à la même hauteur. Il y a un grand bénitier pour les Français 100%, et puis un petit bénitier beaucoup plus bas pour ces mystérieux cagots. Ouais, c'est quand même assez étonnant. C'est une population qui a été volontairement ostracisée, ce qui n'est pas le cas de toutes celles que vous évoquez dans le livre. Loin de là d'ailleurs. Au contraire, il y a des populations qui se sont installées, qui ont pris rang, qui ont joué un rôle, qui parfois ont créé leur propre localité, alors que les cagots vivaient en dehors des localités. Le point commun, c'est que toutes ces populations bizarroïdes, qui ont leur propre histoire, leur propre langue, ont dû se contenter des terrains dont personne ne voulait. Et donc on va les trouver dans les marais, dans les montagnes, sur les mauvaises terres et dans les forêts. Alors... on peut dire que dans cette région, il y a aussi un cas que j'ai découvert grâce à votre livre. D'ailleurs, j'ai découvert la plupart des cas, parce que c'est incroyable, une fois de plus, vous nous apportez des sujets invraisemblables. Ce sont je ne sais pas si on peut dire ces vainés de la côte basque, c'est ainsi que vous nous les présentez, les fameuses cascarottes. Qui sont-elles, ces cascarottes ? Parce que déjà, sur les origines des Basques, on pourrait écrire des milliers de pages, tellement il y a d'hypothèses. Certains les font même venir de Japonais, qui auraient échoué en Europe. Mais sur la côte basque, sur le littoral, il y a eu jusqu'au début des années 50 une micropopulation très particulière, alors qu'en basque on appelle cascarotac, ça a été traduit en français par les cascarottes, et donc qui étaient des femmes qui, vivaient du commerce du poisson d'une manière très particulière, c'est-à-dire quand elles voyaient arriver les barques de pêcheurs, elles se jetaient à l'eau, donc déshabillées bien sûr, pour acheter le poisson directement. Tout de suite le fantasme général. Alors voilà, vous imaginez sirènes. Voilà, des sortes de sirènes, des sortes de Vénus qui se jetaient à l'eau, qui revenaient chargées de poissons. Elles avaient un gigantesque chapeau qui leur servait de panier à poissons, et elles couraient donc toujours très très déshabillées vers les villes pour être les premières à proposer du poisson frais. Alors ça a beaucoup fait fantasmer non seulement les anthropologues, mais aussi tous les artistes du 19e siècle. Plus besoin d'aller en Orient, plus besoin d'aller au milieu du Pacifique. Voir les vainés de la côte basque. Aller voir les vainés de la côte basque, surtout qu'elles avaient un type physique très
très particulier, une peau foncée. Alors une des théories, c'est que c'était des gitanes qui se seraient sédentarisées et qui se seraient spécialisées dans ce commerce-là. Donc une tribu de poissardes d'origine gitane, si vous voulez. Donc évidemment, vous imaginez pour les peintres, les dessinateurs, les folkloristes, tous ces gens-là. Et en fait, ce qui a fait disparaître les casse-carottes, c'est tout simplement les camions réfrigérés. Là, ça leur a enlevé leur gagne-pain et donc pareil, elles se sont fondues dans la population. Les dernières ont été observées au début des années 1950. Dans nos temps de très grande équivalence où on essaie de mettre tout sur le même plan, c'est toujours fascinant de retrouver ces singularités, ces aspects saillants, ces choses étranges. Vous nous en livrez une belle brassée cet après-midi, Bruno Fulini. Nous allons, après les cagots et les casse-carottes, aller à la découverte de Français tout à fait insolites. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de ces Français insolites cet après-midi. C'est une émission passionnante, pleine de découvertes que vous nous proposez, Franck, avec votre invité Bruno Fulini. Il est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et auteur du Tour de monde à travers la France inconnue, paru aux éditions du Trésor. Et on peut dire que c'est un vrai cadeau que ce livre-là, on peut le conseiller à tous nos auditeurs. C'est un bonheur, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que à chaque chapitre, vous poussez des A et des O. Moi, je trouve ça formidable. Alors, comment ça vous est venu l'idée d'écrire ce livre? Et je vous ai plusieurs fois posé la question, presque à chaque fois que vous venez, Bruno Fulini, mais où trouvez-vous ces sujets incroyables? Je crois que j'ai fait ce livre-là depuis toujours, c'est-à-dire que j'ai relié un certain nombre de voyages que j'ai faits, y compris il y a vraiment très longtemps. C'est assez fascinant quand on commence à scruter le paysage, à s'intéresser à l'histoire même d'une petite localité, dans quelles circonstances elle a été fondée. Il est rare en fait qu'on ne tombe pas sur une invasion de peuples barbares, une déportation de peuples vaincus, ce genre de choses. Et par exemple, mais très jeune, je suis allé un peu par curiosité en Champagne, vous voyez, c'est pas très loin de Paris. J'habitais dans les parages, dans un village qui s'appelle Courtisol, et la rumeur là-bas voulait que les habitants descendent des Huns, les Huns d'Attila. Et alors, ceux que Sainte-Geneviève avait par sa prière repoussés de la ville. Oui, et surtout ceux qui ont été défaits à la fameuse bataille des champs cataloniques. Alors, n'entrons surtout pas dans la controverse sur le véritable champ de bataille, mais il est vrai que près de Courtisol se trouve pas dans vos retranchements. Mais près de Courtisol, il y a la Chèpe, donc un lieu-dit où se trouve quelque chose. Alors est-ce un oppidum celtique? C'est la thèse généralement défendue. Est-ce une forteresse autour de laquelle a eu lieu cette bataille? C'est une autre théorie. En tout cas, l'hypothèse, c'est que les Huns vaincus mais simplement éclopés, les blessés de la bataille, l'Asie centrale étant tout de même très loin, ait choisi de se rassembler au bord de la Vesle et de créer un village qui est totalement différent des autres villages de Champagne. D'abord, c'est un village tout en longueur, sur 7 km de long, vous imaginez. Un peu comme chez les Huns, pour le coup. Exactement. Et avec des habitations séparées par un espace à peu près régulier, un petit peu comme si les yourtes d'autrefois avaient donné naissance à des maisons. Et d'ailleurs, c'est une des étymologies pour le nom de Courtisol, Courtisoli, donc des demeures isolées qui se seraient alignées comme ça à la façon d'un camp de Huns. Extraordinaire. Et pour être encore plus près de Paris, on peut aller même dans le cœur même de Paris, avec la fameuse île aux Bélitres. Oui. Qui sont les Bélitres? Alors les Bélitres étaient une colonie en fait de mendiants irlandais, mais ce qui est remarquable, c'est que ces Bélitres habitaient vraiment en toute indépendance au cœur de Paris, au cœur du royaume, pour ainsi dire sous les fenêtres du roi de France, puisqu'ils occupaient une petite île au milieu de la Seine. Et c'était une île où les Parisiens avaient envie d'aller, mais d'où peu revenaient. C'était une sorte de campement sur une petite île à fleur d'eau, et pas très loin. Et celui qui a vaincu en quelque sorte les Bélitres, eh bien c'est Henri IV, puisque c'est une époque très récente. C'est relativement récent. Les Bélitres étant là depuis longtemps, quand Henri IV en fait achève le Pont-Neuf. Et donc l'achèvement du Pont-Neuf fait que l'île des Bélitres est reliée au reste de Paris. Ça correspond aujourd'hui à la pointe ouest de l'île de la Cité, où il y a encore un saule pleureur, car cette île était décrite comme une
une île où on vivait une sorte de campement au milieu des saules pleureurs. C'est aujourd'hui un endroit où on embarque pour des visites touristiques en bateau, et chaque fois que je vois quelqu'un qui a une physionomie un peu irlandaise, une belle chevelure rousse, je me dis tiens, voilà un bélitre qui est revenu sur la terre de ses ancêtres. Ça aurait fait plaisir à Edmond Rostand, hein, puisqu'on en trouve une trace dans Cyrano, si je ne m'abuse, de ces bélitres. Alors, il y a bien sûr des populations étranges de France dont on connaît l'origine. Si on va dans le Berry et qu'on rencontre des Écossais, on sait pourquoi. C'est tout à fait normal. Alors d'abord, il y a entre la France et l'Écosse une vieille histoire, non seulement histoire d'amour, mais histoire politique, avec un ennemi commun, l'anglais. Et donc, dès Philippe le Bel est noué ce qu'on va appeler l'Old Alliance, hein, donc une alliance qui fait que les Français en Écosse et les Écossais en France ont quasiment les mêmes droits et se doivent en quelque sorte assistance, ce qui va se traduire pendant la guerre de 100 ans par la présence de guerriers écossais aux côtés de Charles VII, et Charles VII va donner une véritable seigneurie en plein Berry à un de ses chefs de guerre, qui est un Stuart, Jean Stuart de Darnley, et qui va faire venir un certain nombre d'Écossais dans sa seigneurie, ce qui est absolument logique. Et c'est ainsi que dans la ville, parce que c'est une petite ville, d'Aubigny-sur-Ner, eh bien, on a longtemps parlé le gaélique. Voilà. Et nous sommes dans l'actuel département du Cher. Mais en plus, ça s'est maintenu. Alors, il y a un certain nombre de Français, par exemple, tous les Français qui s'appellent Lockhart, descendent sans doute d'Écossais qui s'appelaient Lockhart. Bien sûr, y compris le grand criminologue Lockhart, qui a reçu un jour très très fier Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, autre Écossais. Vous voyez, cette solidarité écossaise va parfois très loin. Et aujourd'hui, si vous allez, je vous conseille, si vous ne savez pas quoi faire le prochain 14 juillet, eh bien, allez assister à la fête nationale à Aubigny-sur-Ner, parce que là, elle a lieu en kilt, au son des cornemuses, avec les deux drapeaux écossais et français qui sont promenés à travers la ville. Au passage. Et le château est d'ailleurs l'hôtel de ville en même temps. Oui, bien sûr. Donc ça, ce sont des étrangers, ce sont des Écossais qui sont venus s'installer chez nous et qui ont maintenu un particularisme. Il y a aussi des Français qui sont allés à l'étranger et qui en ont rapporté un certain nombre de pratiques ou de modes de vie. Je pense évidemment, et nous en avions parlé l'année dernière au cours du Tour de France, ça avait d'ailleurs beaucoup passionné les téléspectateurs, l'histoire des Barcelonnettes, ces Mexicains des Alpes, si l'on peut dire. Tout à fait, c'est fascinant, et c'est une très très jolie ville, Barcelonnette. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence, autrefois les Basses-Alpes, et c'est une localité qui, depuis les toutes premières années du 19e siècle, envoie ses enfants chercher fortune ailleurs, parce qu'évidemment la vallée de l'Ubaye était très pauvre, très triste, mais on avait une population très industrieuse et très éduquée, alphabétisée très tôt, parce que pendant l'hiver... pour aller conquérir de grands horizons. Ah, tout à fait. Et donc on allait d'abord à Lyon pour vendre tout ce qu'on avait produit pendant l'hiver où on était prisonnier de la vallée, et puis de là c'était quand même tentant de descendre jusqu'à Marseille par le Rhône, et puis de là de s'embarquer pour les Amériques, ce qu'ils ont fait, et donc on les a retrouvés au Texas, en Amérique centrale, beaucoup au Mexique, et ceux qui ont réussi sont revenus. Ils ont bâti des villas qui sont de petits palais coloniaux de type américain, eux-mêmes s'appellent les Américains, et ils ont créé comme cela un flux qui existe encore aujourd'hui. Alors au Mexique, il y a environ 50 000 Mexicains qu'on appelle les Barcelonnettes, qui sont restés francophones, qui sont très influents au Mexique, et certains ont même la double nationalité, reviennent à Barcelonnette. Voilà, j'allais dire, et réciproquement, il y a ici des... Mais à Barcelonnette, qui est une ville qui a effectivement cet esprit commerçant, on a vite compris aussi qu'il y avait un attrait touristique. Et donc c'est un petit Mexique, si vous y allez cet été. Avec des haciendas et des restaurants mexicains. Exactement, vous pourrez manger, des tortillas, vous entendrez des mariachis qui jouent dans les rues, et puis plus sérieusement, si vous allez devant le monument aux morts, vous verrez des noms français, des noms mexicains mélangés. C'est vraiment une ville franco-mexicaine dont la plus belle avenue porte quand même le nom d'avenue Porfirio Diaz, du nom du dictateur qui a fait leur fortune. Ah oui, parce que ça a été leur âge d'or, si l'on peut dire. On parle pas beaucoup de Poitou dans tout ça, tiens, mon Poitou. Oui. Ah, quand même, si. D'abord, les fondateurs véritablement du Poitou, c'est une population vraiment oubliée et charmante. Ce sont les Agatirs, qui étaient un petit peu les
les fantaisistes des grandes invasions, puisqu'au moment où toutes sortes de peuples déferlent sur la Gaule, on voit arriver une population vraiment bizarre de gens qui vivent en communauté, hommes, femmes, sans lien de mariage particulier, vraiment en communauté, dans des grands chariots. Alors ils ont leur trésor, leur or, et ils vivent tout nus dans ces grands chariots, et leur corps est assez impressionnant puisqu'ils sont tatoués de partout, de la tête aux pieds. Ils ont les cheveux teints en bleu, nos agathyrses, et ce qui fait que les Romains les avaient surnommés les peints, du verbe peindre, les hommes peints en quelque sorte. Et oui, Pictus, Picti, ce qui a donné Pictave et Poitevin. Alors aujourd'hui, quand on se promène dans les rues de Poitiers, ça ne saute pas aux yeux, il y a un peu moins de fantaisie. Mais les vrais Poitevins descendent de ce peuple bizarre venu d'Asie centrale. Et puis on pourrait parler des Acadiens, on pourrait parler bien de sûr. tout ça, etc. Vous en parlez d'ailleurs. J'en parle, il y a effectivement la ligne acadienne. Donc là, les Acadiens sont en quelque sorte les premiers rapatriés de l'histoire coloniale, des paysans français qui ont été envoyés en Acadie, c'est-à-dire au Canada, et qui ont été dérangés, au sens du grand dérangement de 1755, c'est-à-dire qu'ils ont été déportés, expulsés par les Anglais. Certains sont revenus en France et ont formé des fermes d'un style très particulier. Et vous nous racontez aussi dans ce livre les parlers locaux, ces espèces de langues extrêmement restreintes, parfois à l'échelle d'une simple commune, qui sont des témoignages de l'histoire, des témoignages d'un passé. C'est la variété, c'est la singularité, bref, tout ce qu'on aime. Le tour du monde à travers la France inconnue de Bruno Fulini. C'est publié aux éditions du Trésor. Merci beaucoup Bruno. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de ces Français insolites et vous nous avez raconté l'histoire des cagots en début d'émission. Il est temps d'aller visiter leur musée maintenant grâce à Lorena Martin. Mais Lorena Martin n'a vraiment relève tous les défis possibles. Aucune limite. Elle n'a pas de limite. Voilà l'expression que je cherchais. Merci Anissa. Elle nous a trouvé le musée des cagots. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Oui, le musée situé au premier étage du château des Nestes à Arreau. C'est le seul musée. Arreau, c'est magnifique, très joli village pyrénéen. Village dans les Pyrénées, de 850 habitants à 700 mètres d'altitude. Il est situé à la confluence des vallées d'Aure et du Louron et des rivières de la Neste d'Aure et la Neste du Louron. Et le Tour de France, bien sûr, cycliste, y passe régulièrement. Mais pour cause, oui. Puisque le village se situe entre le col d'Aspin et le col de Perresourde. Et donc, ce château des Nestes était à l'origine un édifice militaire et hospitalier qui faisait office de commanderie. Mais aujourd'hui, il y a donc ce petit musée entièrement dédié aux cagots. Longtemps, les anciens du village et de la région, bien sûr, ne souhaitaient pas forcément créer ce musée, préféraient cacher cette histoire. Mais en 1989, il y a un professeur, Raymond Fourasté, originaire d'Arreau, donc le bassin des cagots dont vous avez parlé. On a décidé autrement et il s'était intéressé à cette minorité en préparant une thèse d'État, en fait, sur l'analyse ethnopsychologique des identités basques. Il s'est dit il serait bien qu'il y ait un endroit où l'on puisse rendre hommage aux cagots. Rendre hommage et expliquer un petit peu toutes leurs origines. On a des témoignages, des documents d'époque sur l'histoire de ces cagots, une histoire donc de près de 1000 ans. Devant l'entrée du musée, on peut apercevoir une statue en bronze représentant un cagot à taille réelle, environ d'1,35 m à l'âge adulte. Et quand on pénètre à l'intérieur du musée, il y a aussi 2 mannequins, un homme et une femme cagot, une nouvelle fois à taille réelle. Et ils sont marqués bien sûr d'une patte d'oie ou de canard, comme vous l'avez expliqué, brodés sur leurs vêtements pour les reconnaître. Donc, et on entre, c'est entrée libre. C'est entrée 1 euro. Donc, 1 euro, pardon. Voilà, pardon. l'entrée est à 1 euro. On est en plein cœur, là, c'est d'ailleurs une des plus belles régions qui soit, en plein cœur des grandes veines marmoréennes. C'est une région de marbre, notamment le plus célèbre, l'un des plus fabuleux de tous, le marbre de Campan, par exemple. Marbre de Campan, donc toujours dans ce département des Hautes-Pyrénées. Lors d'un incendie au XVIIe siècle, l'église, la halle et quelques habitations avaient été en partie détruites. Et ce sont les cagots qui ont reconstruit les charpentes de l'église et de la halle. Et on raconte même que c'est grâce à cette histoire que les premiers mariages mixtes ont pu être célébrés entre cagots et non-cagots. Ah, voilà, d'accord. Vous avez également Montgaillard. Montgaillard, et puis au nord de la commune où se trouve la rue des cagots et un lavoir aussi qui aurait servi aux cagots car ils ne pouvaient pas laver leur linge comme vous l'avez expliqué. Et puis dans certaines églises, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des bénitiers aux cagots et des petites portes spéciales. Donc on peut aller se rendre dans les églises de la région et voir ça, notamment dans l'église de Esch où il y a des petits bénitiers aux cagots. J'irai voir ça si les coureurs m'en laissent le temps cet été. Merci beaucoup Lorena, c'est toujours passionnant de vous suivre. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines qui concerne le vote. Depuis quand le vote est secret, Franck ? Vous savez que pendant très longtemps, le vote se fait à main levée, bien entendu. Le vote secret ne sera constitutionnalisé en France. Alors, il faudrait parler de tous les cas, revenir aux anciens tribunaux grecs et tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il n'est constitutionnalisé en France qu'en 1795. Attention, c'est encore un vote par bulletin. C'est-à-dire que à l'époque, vous avez... d'ailleurs, Louis-Napoléon Bonaparte, au moment du coup d'État dont nous parlions avant-hier, a voulu arrêter ça. Puis finalement, on est revenu au vote secret. Quand on dit secret, tout est relatif puisqu'il fallait noter le nom du candidat sur un bulletin avant de le glisser dans l'urne. Et évidemment, comme beaucoup de gens à l'époque étaient analphabètes, eh bien, évidemment, le vote était moyennement secret. Les isoloirs, etc., apparaissent en Australie en 1857, 18 juillet 1872. L'Angleterre institue le scrutin à bulletin vraiment secret. En France, il va falloir attendre pour cela la loi du 29 juillet 1913. Vous voyez que c'est quand même relativement récent. Quant aux femmes, vous le savez, elles ne votent que depuis 1944. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.